tous. Donc, témoignage rapide de Gecina. Alors, c'est pas une page de publicité, mais pour que vous ayez en tête ce que nous sommes. Nous sommes une société foncière. Donc, on est fiers de mettre en avant quelques images de notre patrimoine. On devrait ne pas oublier qu'aujourd'hui, notre mix énergétique est très loin d'être satisfaisant. Et comme vous allez le comprendre, on compte beaucoup sur la biodiversité et certains des aspects de cette biodiversité pour enrichir et progresser dans ce domaine. Gecina aujourd'hui, c'est une société d'immobilier, une société d'investissement immobilier cotée. On a un patrimoine de l'ordre de 10 milliards d'euros, principalement dans le domaine du bureau, et du bureau situé à Paris et première et un tout petit peu de deuxième couronne. C'est 2/3 de notre patrimoine. On a aussi du résidentiel, soit classique, avec plusieurs milliers de logements, soit des résidences étudiants sous la marque Campusea, et également un patrimoine dans le domaine de la santé, partie de clinique, partie d'établissement pour personnes âgées dépendantes, avec des opérateurs, bien sûr, parmi les premiers de la place, comme Général de Santé, Orpea ou autres Medica. Près de 600 millions d'euros de loyer, 90% du patrimoine de l'Île-de-France. Une autre façon de voir la contribution économique de Gecina à son environnement, eh bien, de l'ordre de 80 000 personnes travaillent ou habitent dans un immeuble de Gecina. Nous avons une ambitieuse politique de responsabilité sociétale, dont je vais vous détailler quelques axes. Vous connaissez probablement les marques sans avoir en tête que Gecina est le propriétaire de cet immeuble qui est avenue des Champs-Élysées, ici qui est avenue, qui est place Vendôme. J'aurais pu citer le 3 Place de l'Opéra, ou également avoir on me dit qu'il y a un petit décalage dans l'arrivée des photos entre ce que je dis et ce que je vois moi-même à l'écran, donc je vais regarder sur l'autre portable. Donc on aurait pu parler du 3 Place de l'Opéra avec Benetton, ou Fauchon Place Vendôme, place de la Madeleine. On a une typologie évidemment d'immeubles beaucoup plus récents. À Boulogne, on a à la fois cet immeuble qui est en 3 parties, construit par les ateliers Jean Nouvel, qui s'appelle Horizon à droite, mais également une partie de la reconfiguration du pont de Sèvres, où la biodiversité est présente. On est fiers d'avoir participé à la transformation du centre Grenelle, même si on l'a vendu depuis. Et enfin, on est porteur de projets. Ici, c'est un projet qui est à Vélizy. Vous voyez que la zone humide est un élément qui caractérisera ce projet. On a aussi... Ah, vous êtes toujours sur Beaugrenelle, là, dans le... Ah bon, c'est un peu long à passer sur Internet. Voilà, donc ça, c'est le projet de Vélizy. Et puis, derrière, un projet là qui est plus emblématique, puisqu'il s'agit sur un immeuble qui se situe 55 rue d'Amsterdam, de recréer une biodiversité dans un immeuble du début du siècle dernier, qui, bien sûr, était totalement minéral. Alors, ça constitue une trame pour l'ensemble de notre patrimoine en construction ou en développement, parce que vous avez compris qu'on on développe des immeubles pour les louer. C'est d'avoir une certification la plus élevée possible en termes de haute qualité environnementale, mais d'avoir recours aussi à des labellisations pour caractériser ces immeubles qui sont sinon à énergie positive, à très basse consommation énergétique, et dans des thèmes qui sont émergents, des immeubles dont le confort et le bien-être qui les caractérise en termes d'équipement et de programme d'aménagement d'immeubles pourra se traduire par un gain de productivité pour les occupants, et un label dédié à la biodiversité urbaine que Gecina a contribué à créer avec CDC Biodiversité, avec les Jardins de Galie, Bouygues Immobilier, Bolloré Logistics et quelques autres. Voilà, en fait, cette image qui figure sur notre rapport annuel intégré de cette année, elle est là pour symboliser ce que l'on veut être. Un immobilier qui soit présent dans la ville, qui prenne les bons éléments du numérique et du digital, en veillant à être le plus respectueux des ressources que les uns et les autres n'ont pas toujours en tête, et un focus très important sur la biodiversité. Pour mettre ceci en place, et cette politique RSE, on a soit en interne, soit en consultant les parties prenantes. Vous voyez sur cette matrice de matérialité comment parties prenantes ou vue de Gecina en termes d'importance business,
nous avons situé les principaux enjeux. Il y en a 17. Ils se classent en différents piliers: patrimoine, planète, collaborateurs et société. Le niveau de matérialité est plus élevé, et dans ce dernier cadran, vous voyez que la biodiversité figure en bonne place. Et si je relis patrimoine et planète pour arriver à ce qu'est notre offre d'aujourd'hui, alors vous retrouverez tout ça dans un rapport spécifique qui s'appelle Partie prenante, dédié au travail qu'on a fait ces 2 dernières années. Si on relie cela à notre objectif d'avoir un immeuble et des services immobiliers durables et responsables, eh bien, on va détailler chacun des enjeux en différents thèmes, avec une approche qui sera une approche la moins segmentée possible, compte tenu de ce que Sylvain vous disait tout à l'heure, de l'interaction que nous devons impérativement prendre en compte entre ces différents thèmes. La certification c'en est un thème direct par rapport à l'enjeu, la performance énergétique aussi, ce qu'on a qualifié de valeur immatérielle, c'est-à-dire de contribution directe à l'amélioration de ce qui se passe à l'intérieur de l'immeuble, se décline dans ces différents thèmes. Il y a un point qui concerne les risques, et sur la planète, biodiversité, émissions de gaz à effet de serre, recyclage, matières non renouvelables et le thème de l'eau sont les 12 éléments pour lesquels nous avons des indicateurs clés, un ensemble de systèmes de reporting, des plans d'action, des objectifs à plus ou moins long terme, dont nous évaluons bien sûr les progrès année après année. La diapositive suivante n'a pas vocation à être commentée, vous pourrez la retrouver en direct sur l'adresse que vous avez là-haut, mais elle présente dans cette infographie pour chacun des enjeux le point où nous sommes aujourd'hui pour un indicateur clé, par exemple où nous en sommes aujourd'hui face à notre objectif de réduction de 40% de nos émissions de CO2 à l'horizon 2016, où nous en sommes par rapport à notre objectif de 80% de patrimoine certifié là aussi à l'horizon 2016. Tout ça, vous le retrouvez dans le rapport annuel intégré. Cette infographie qui paraît un petit peu complexe résume en fait tout le caractère systémique de la biodiversité et du bâti, toute sa difficulté, toute sa complexité et la manière dont nous devons l'appréhender. Alors, bien sûr qu'on doit l'appréhender en termes d'impact. Sylvain disait tout à l'heure, rappelait les différents impacts que toute activité peut avoir. Si on commence à prendre l'habitude de voir la thématique de la biodiversité dans un immeuble en exploitation, il y a encore peu d'approches dites de biodiversité grise, parallèle avec l'énergie grise, qui fait que nous allons, au titre des achats responsables, nous préoccuper de remonter dans le cycle de création de valeur de l'entreprise jusqu'à l'extraction pour vérifier que ce que nous recevons ici, qu'on parle de poutrelles métalliques, qu'on parle de béton, est effectivement responsable correctement responsable par rapport à la biodiversité. Après, vous voyez que figure ici la vision des dépendances et des différents services qu'apporte la biodiversité, et c'est l'exemple concret que j'ai choisi de vous montrer. Vous retrouverez ça dans notre rapport vous avez dit biodiversité, au titre d'un exemple concret d'approche bien faite, cette approche systémique de climat et de biodiversité, sur l'exemple de la toiture végétalisée. Si je prends une toiture végétalisée. Alors, quand on parle de toiture végétalisée, il faut oublier ce que l'on a pu faire il y a quelques dizaines d'années, considérer qu'avec quelques centimètres de substrat et du sédum, le tour était joué. La biodiversité sur une façade horizontale, donc la 5e façade sur une toiture terrasse, pour qu'on atteigne les objectifs qui correspondent à la restauration des services écosystémiques, il faut avoir un substrat de l'ordre de 30-40 cm ou plus, et avoir une analyse et une implantation des espèces qui soient évidemment plutôt endogènes que invasives, allergènes ou tout à fait extérieures aux écosystèmes. En clair, des palmiers dans un centre commercial, c'est pas du tout de la biodiversité. Quand on regarde les bénéfices qu'une toiture végétalisée peut apporter, eh bien, le fait qu'on retarde l'arrivée des eaux à l'égout est un élément qui permet de réguler les inondations, qui permet de réguler le cycle de l'eau. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, dans certaines villes, c'est le cas des Actes de Paris ou des Actes de Lyon, on ne peut plus aujourd'hui raccorder les eaux pluviales directement à l'égout, compte tenu des afflux importants et des débits trop importants qui en résultent. Quand on prend en compte le phénomène d'évapotranspiration des végétaux,
eh bien, on peut gagner par rapport au phénomène d'îlot de chaleur que l'on va trouver dans les villes de 1 à 2 degrés, ayant en tête que l'objectif de la ville de Singapour, qui est de 10% de toiture végétalisée, c'est aussi pour réduire la température de la ville de 2 à 3 degrés. La ville de Paris est également très impliquée, va rattraper, j'espère rapidement, le retard qu'on a pu avoir sur Berlin ou sur Londres. On est passé de quelques dizaines de milliers de mètres carrés à un objectif de 10 et puis maintenant de 100 hectares de toiture végétalisée. On aura une contribution importante non seulement à la régulation du climat, mais aussi en termes de dépollution. La capacité de captation des arbres et des végétaux des particules fines est un élément de valorisation. Il y a une étude qui a été faite par la ville de Chicago qui montre que le traitement évité, le gain que l'on a sur certaines pathologies respiratoires du fait de la présence d'arbres, ce seul gain donnerait au kilo de bois, au mètre cube de bois, un prix bien supérieur à celui du bois de chauffage. Bien sûr, on va retrouver des éléments propres à la pollinisation et au maintien de certaines continuités des trames vertes. On va retrouver ce qui caractérise plus notre imaginaire et notre culture qui date de le nôtre ou d'avant, qui était plutôt uniquement esthétique ou récréative, en passant, j'en dirai un mot en conclusion, par des aspects propres à la biophilie. Donc, si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure du centre Beaugrenelle, donc on a une insertion d'un immeuble dans son environnement, on a apporté un soin tout à fait particulier au traitement des toitures végétalisées avec le respect des critères que j'ai indiqués tout à l'heure. Il y a plus de 7000 mètres carrés de toitures végétalisées et vous voyez que la biodiversité sauvage, cette prairie sauvage qui s'est développée sur le toit de Beaugrenelle, elle est là pour permettre une restauration des écosystèmes. Elle est là également pour permettre le développement de certaines espèces, soit les pollinisateurs, soit on a participé avec la LPO à la réimplantation du faucon pèlerin dans cette zone. Ça arrive, le faucon pèlerin arrive après les ruches, le voilà. Alors, un point important qui nous fait aussi non seulement réfléchir avec nos parties prenantes, mais avec l'ensemble des acteurs de la chaîne immobilière, c'est que cette biodiversité est là du fait du concept d'Edward Wilson qui date de plusieurs dizaines d'années de biophilie, c'est-à-dire cette affinité instinctive que l'humain a pour les autres espèces, eh bien, elle est productrice de gains de toute nature. Dès lors qu'on a une fenêtre qui donne sur une biodiversité, eh bien, vous voyez que on guérit plus vite, on passe 8,5% de temps en moins dans une clinique, et même avec une dose d'antalgique qui est réduite de moitié. On travaille mieux. Le centre d'appel de San Diego, qui a fait l'objet d'une étude à un moment donné, passait de l'ordre de 10% d'appels entrants ou traitait des appels sortants en plus, et on y étudie mieux du fait de cette liaison directe que l'on a. Dans un autre document qui s'appelle The Economics of Biophilia, vous pourrez retrouver, j'ai mis les sources, je ne vais pas les détailler, mais il y a plus d'une centaine d'études qui montrent quel est le bénéfice qu'on peut tirer de la biodiversité. Vous avez compris que pour nous, la biodiversité est suffisamment importante pour qu'en totale rupture dans les immeubles neufs, on intègre, les diapos vont arriver. Il y a un immeuble qui est occupé par Technip à la Garenne-Colombe, un immeuble qui est occupé par Carrefour à Boulogne, qui a le plus grand ruban végétal, horizontal et vertical en termes de biodiversité. Il y a la non-tour horizon de Jean Nouvel dont je parlais tout à l'heure, qui a non seulement recréé un vocabulaire architectural correspondant à ce que l'on peut retrouver sur les couples de Meudon, mais qui également, du point de vue de la biodiversité, va à chacune des ruptures entre les différentes blocs verticaux, va recréer les éléments de biodiversité et des écosystèmes. Pour terminer, un autre exemple en termes de rénovation sur une grande halle qui est située à Lyon-Gerland, non pas on va faire le stade, mais on va faire, où le nouveau stade est encore de construction, mais là où Gessina développe un immeuble pour EDF, il y a un tout petit retard dans l'arrivée des images.
Donc une grande halle, vous allez voir, c'est effectivement caractéristique, sinon caricatural, puisque vous avez l'exemple de la situation actuelle et la manière dont on va recréer la biodiversité sur le site. Je terminerai en disant qu'au-delà de ces éléments de quasi-rupture par rapport au mode de construction des immeubles neufs ou de réhabilitation, le gros du sujet est bien sûr de s'attaquer à la biodiversité au cœur du patrimoine existant. Nous avons, au titre de notre stratégie qui a été reconnue, stratégie, je vois, l'image n'arrive pas encore là sur le, en train de saturer les réseaux, vivement 5G et compagnie, voilà. Et donc ensuite, pour terminer, la biodiversité au cœur du patrimoine existant, eh c'est pour nous un certain nombre d'éléments que vous voyez apparaître sur cette diapositive. Il faut réaliser les différents outils, Sylvain vous en a cité tout à l'heure. Nous avons, avec un certain nombre de sachants, avant de rencontrer récemment BL Evolution, qui nous avons confié une cartographie et une évaluation de notre stratégie biodiversité, eh bien, nous mettons en œuvre un certain nombre d'actions. Voilà, vous pourrez retrouver plus en détail certains des éléments que je vous ai présentés dans ce qui a été cette année une forme d'écosystème de communication où nous avons choisi des axes dédiés à ce que nous avons fait, soit sur un exercice, soit sur plusieurs exercices. C'est le cas des 2 années de travail avec des ateliers parties prenantes et des 5 années de travail sur notre politique biodiversité. Merci de votre attention. Non, ça c'est pas... Donc nous allons passer encore à nouveau à une série de questions que vous pourrez poser sur l'intervention donc de Yves Diolsin, directeur RSE de Gestina. Maximilien Noguera va sélectionner quelques-unes des questions qu'il a reçues pendant la conférence et vous pouvez tout à fait continuer à poser des questions. Donc on a une question par des gens qui ont bien écouté le début de la présentation et donc ils vous demandent si au-delà de ce qui est fait sur les espaces verts, vous prenez en compte la biodiversité sur l'amont au niveau du fournisseur. Bien, la chaîne des achats responsables est un élément qui est, pas pour employer un mot savant, mais consubstantiel à une démarche RSE, parce qu'en clair, si on ne se préoccupe que du produit fini, eh bien, on rate un certain nombre de choses. On démarre. Sylvain participe tout comme moi à un groupe du plan bâtiment durable dédié à la biodiversité, un sous-groupe précisément dédié à ce groupe, à cette thématique de la biodiversité grise. On voit que au-delà du fait que la biodiversité sur site a des niveaux de maturité tout à fait différents selon les acteurs et selon les filières. En clair, les filières qui n'obtiennent des autorisations de développer leur activité parce que ce sont des installations classées comme ceux qui font de l'extraction de minéraux ou de la transformation de cette nature ont une approche qui est aujourd'hui la plus aboutie, mais curieusement, il n'y a pas de lien direct encore entre l'approche qu'on peut avoir tout à fait en amont et l'arrivée sur l'immeuble. On travaille également, on s'est rapproché dans ce groupe d'une association qui regroupe un certain nombre d'industriels qui s'appelle Score LCA. Ils travaillent sur les analyses de cycle de vie et qui cherchent à faire entrer, mais c'est pas facile parce que la thématique de la problématique de la spatialisation, de la localisation et des différences qui peuvent être parfois très marquées pour un produit déterminé, produit dans des lieux différents en termes de biodiversité, eh bien cette association travaille au rapprochement précisément du cycle de vie, de l'analyse des cycles de vie de la biodiversité. C'est encore quelque chose qui est balbutiant. On le regarde à la fois en France et du point de vue international. On est très très loin d'avoir atteint notre objectif, tout comme on est très très loin de se prétendre totalement vertueux en biodiversité, même sur les sites que nous avons en exploitation. Mais on y travaille en co-construction avec nos clients, avec les occupants. Je suis passé rapidement sur les ruches tout à l'heure, c'est un élément pédagogique essentiel. Quand Sylvain a montré tout à l'heure une diapositive dans laquelle on voyait des mets que l'on peut retrouver sur notre table. Quand dans un immeuble de bureau, on sort du restaurant interentreprise, à la sortie du restaurant entreprise, on travaille et on interroge ceux qui viennent y déjeuner
en leur disant ce qu'évoque la biodiversité, qu'on la rattache à ce qu'on vient de déjeuner et qu'on tire, qu'on déroule ce fil rouge. L'implantation qui suit d'une ou plusieurs ruches va nous faire progresser individuellement et collectivement dans la bonne compréhension du sujet. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a d'autant plus beaucoup à faire que la surpondération ou la surpondération de l'énergie dans le discours ou la sous-pondération du thème de la biodiversité ne met pas les éléments. Je ne sais pas si on peut projeter la dernière diapositive que j'avais mis en annexe, qui est la diapositive du concept de frontière planétaire tel que l'Institut de la résilience de Stockholm l'a actualisé pour Davos cette année. Vous voyez que les éléments qui sont donc la frontière planétaire, il faudrait que l'humanité se débrouille pour rester sur les 9 difficultés principales de nos modes de vie, rester à l'intérieur de ces 2 cercles. Vous voyez que pour le changement climatique, évidemment, on est sur une tendance qui nous fait sortir, et pour la biodiversité, que ce soit pour la thématique des espèces ou que ce soit pour le cycle de l'azote ou le cycle du phosphore, on est très au-delà, on est totalement dans la zone rouge, et donc il nous faut agir le plus rapidement possible. Merci. Une autre question autour des arguments que vous développez sur le gain de confort, le gain de performance. Est-ce que ça suffit pour faire passer auprès des commanditaires le surcoût en termes de construction, et est-ce que ce surcoût est important? Alors déjà, premier élément, il faut bannir la notion de surcoût. Il ne faut pas voir le développement durable, la RSE, la biodiversité comme un surcoût. La question qu'on se pose, la question qu'on peut poser effectivement, que peuvent poser parfois des gestionnaires d'actifs, qui est de dire le développement durable, combien ça coûte. La réponse scientifique, c'est ça dépend. Quand ils disent quel gain on en a, la même réponse scientifique, c'est ça dépend. Donc la bonne question à se poser, c'est, en tout cas pour nous qui avons l'ambition, sinon la prétention d'avoir des clients dans nos immeubles, c'est de dire que doit-on faire impérativement dans nos immeubles pour que nos immeubles soient le plus neutres possible et que surtout des locataires acceptent d'y rentrer dedans sur la période de durée de vie d'un immeuble qui est de 40 ans. Le fait, évidemment, si on a un immeuble existant et qu'il faut le transformer, on peut raisonner par rapport à l'origine en termes de surcoût, mais maintenant que l'ensemble de la chaîne de construction commence à se rappeler ce que les Romains, les Grecs ou les Vikings avaient bien en tête, c'est-à-dire qu'il est hors de question de faire les mêmes façades selon les expositions qu'on a en termes d'immeubles, et bien si dès l'origine on conçoit un immeuble correctement, il n'y a aucune raison que ça se traduise par des surcoûts. Ensuite, ayons en tête que quand on prend le coût du travail, si on prend un coût égal à 100, eh bien à l'intérieur de ces 100, l'immeuble représente 10 et l'énergie, c'était 2, c'est proche de 1. Un conférencier australien me disait hier qu'à Londres, c'est pratiquement 0,5% aujourd'hui sur les derniers immeubles qui sont livrés. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de l'énergie pour la problématique du changement climatique. Ça veut dire qu'en termes de gains, c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'épaisseur du trait. Alors que dès lors qu'on va travailler sur la productivité et gagner sur l'absentéisme 5 à 10%, quand on travaille sur les 90% qui sont le reste du coût du travail, salaire et charges, eh bien on voit que on a des gains qui ne se situent pas en quelques pourcents du loyer, mais qui peuvent être de l'ordre. On a fait des simulations. On fera une autre conférence un jour peut-être sur la valeur immatérielle, qui est un thème qui nous intéresse et sur lequel on fait un travail de place avec un certain nombre d'acteurs, parce que on montre et on cherche à faire partager ça à des preneurs. On a Sanofi qui est dans ce groupe de travail qui réfléchit sur la valeur immatérielle. Et bien on voit que les gains en termes de productivité peuvent être une fraction significative de l'ordre d'un quart à la moitié du loyer, donc des éléments qui peuvent achever de convaincre très rapidement les utilisateurs de s'installer dans un immeuble correctement conçu de ce point de vue-là. Dernière question rapide, parce qu'après il nous fait signe qu'on va devoir terminer. Donc on vous demande comment s'organise le partenariat avec vos parties prenantes. En particulier, donc la question est focalisée sur les associations, sachant donc a priori environnementalistes.
Comment est-ce qu'elles sont disponibles? Comment est-ce que vous pérennisez ces relations? Pour nous, bien sûr que les communautés, les associations sont importantes, les associations, les communautés locales, mais la première rencontre que l'on doit avoir sur un immeuble, c'est avec nos occupants, et pas dans une relation classique client-fournisseur entre un propriétaire et un locataire qui habituellement ne se voyait plutôt que à l'entrée dans les lieux ou à la sortie dans les lieux, et éventuellement en cas de grosses difficultés, mais dans un travail vertueux qui est sous-tendu par ce qu'on appelle le bail vert ou l'annexe environnementale, qui fait un diagnostic conjoint entre ce qui est intrinsèque à l'immeuble et qui est spécifique à l'utilisateur pour mettre en place un plan de progrès et avancer. Après, c'est aussi un domaine dans lequel nous avons à progresser de façon significative. L'association avec laquelle on a le plus travaillé sur le thème de la biodiversité, c'est aujourd'hui la LPO, qui nous guide dans un certain nombre d'audits avec lesquels on a mis en place des plans d'action spécifiques actif par actif.